Tu as une tendinite d'épaule et tu as envie de te prendre en main pour guérir le plus vite possible. C'est parfait, je vais te dire les 10 choses que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux que ça aille mieux. Alors je te garantis que sur ce contenu, tu as au moins 50% des choses qui vont te surprendre. Allez, let's go! Première chose à éviter, être toujours en sur-régime. Alors tu vois, j'aimerais que tu apaises ton corps et ton esprit. Tout d'abord, on va commencer par le corps. Tu fais les choses, tu as un métier où tu engages ton corps, où tu travailles, où tu forces. Par exemple, tu es serveur ou tu fais du ménage ou des choses comme ça. Il faut que tu calmes ta façon de faire, que tu te recentres et que tu t'apaises. Par exemple, tu nettoies quelque chose, tu vois, tu nettoies une table. Tu peux faire tac 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 tac. Tu vas me dire, oui, non mais moi Pascal, j'ai du monde, j'ai pas le temps, c'est en speed. Bon, ok. Mais par contre, quand tu vas vite comme ça, tu vas te dire, ah, j'ai oublié là, et je refais là. Bon, cool. Tu prends ton temps, tac, 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 tac. Qu'est-ce que tu as perdu comme temps? Rien du tout. Au lieu d'y retourner, le boulot, il est fait direct comme il faut. J'ai un patient, il y a quelques années, qui m'a dit, Pascal, tu sais quand au cabinet, ça fait ding-dong, ding-dong, ding-dong. Ça fout le stress un peu. Quand c'est le bazar, il m'a dit, hâte-toi lentement. Ah, j'ai trouvé ça génial. Ça veut dire que plus il y a du stress, plus il y a de la charge de travail, et plus tu dois te recentrer et te calmer. Parce que quand tu te précipites, c'est très bien, tu perds les clés, hop, tu fais tomber un truc, tu casses autre chose. C'est toujours comme ça pour tout le monde. Mais la chose qui se passe au niveau de ton corps et notamment au niveau de tes tendons de la coiffe, c'est que quand tu fais des allers-retours comme ça, tu vois par exemple au niveau du tendon du biceps qui passe là, tu vois, je vais te mettre un schéma, il y a une espèce de frottement-échauffement qui va être le départ de l'irritation du tendon. Tu sais, je vais te faire un parallèle, Koh-Lanta. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Les mecs, ils font comme ça là, avec une corde et un bout de bois, jusqu'à faire du feu. D'un coup, ça fait du feu. Et bien ton tendon, quand tu fais et ben ça fait pareil. Et au bout d'un moment, il s'inflamme. Alors t'as pas le feu dans ton bras, on est d'accord. Mais c'est ces mouvements répétés, alternatifs, rapides, qui vont inflammer la gaine de ton tendon. Donc, physiquement, essaye dans ta journée de te dire, oh là, tu t'enflammes, ralentis. Rétrograde, applique-toi, recentre-toi. Déjà, on va essayer de changer ça. Ensuite, dans la même chose, j'aimerais que tu puisses calmer ton corps la nuit. C'est-à-dire que la nuit, dans ton sommeil, c'est là que tous les déchets de fonctionnement de ton corps sont réabsorbés dans le système pour être drainés par le côlon et le rein. Il faut 5 heures. Donc si tu dors moins que 5 heures, ça va être difficile. Essaye de te trouver des petites siestes s'il faut, mais il faut absolument que ton corps récupère de son fonctionnement de la journée et ce drainage des déchets ne se fait que la nuit. Or, les tendons qui s'encrassent, souvent, ce sont des accumulations de déchets, autant chez un sportif que chez un travailleur acharné, comme il y en a plein, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ces tendons s'intoxinent, on dit, parce qu'ils n'ont pas le temps d'être drainés dans la nuit durant ce sommeil qui est souvent trop court. Moins de 5 heures, c'est niette. Alors, tu y vas doucement. Si tu n'as pas le temps, que tu es dans la restauration, tu finis à 2 heures du matin et que tu reprends tôt le matin, tu essaies de décaler pour au moins avoir tes 5 heures, au moins avoir tes 6 heures. Voilà, ton sommeil, c'est primordial. À la limite, tu manges moins, je m'en fous, c'est pas forcément nécessaire. Tu sais, en France, on bouffe trop. Donc, privilégie ton sommeil en premier. La récupération, c'est hyper important. Et ça t'apaise, c'est-à-dire que pendant que tu dors, ton cerveau et ton corps est au repos. Ça, c'est très très important. Plus tu veux envoyer la journée et plus il faut te reposer. Donc, tu calmes ton corps et tu calmes ton esprit aussi souvent que tu le peux. Ça, c'est une rééducation. Et puis pour certains, je vous fais coucou, ça va pas être facile. Dis-moi, t'en connais des gens qui font le ventilateur? Les abeilles là. Bon, ok, ça t'arrête. La force tranquille.
tac, 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 tac. Efficace, ok? Allez, on change. J'aimerais que tu ne négliges pas ton alimentation et ton hydratation. Tout d'abord, l'hydratation. Alors, comme tu n'as pas le temps, que tu es en speed, allez, on y va, les cafés, le thé, les cafés, le thé. Je ne te parle pas de la cocaïne, hein, ça c'est exclu, on n'en parle pas du tout. Hein. Pour les tendinites, c'est pire que tout. Le café et le thé sont deux boissons qui sont dites diurétiques, c'est-à-dire qu'elles vont réabsorber l'eau de ton corps pour l'éliminer. Ça veut dire qu'elles te déshydratent. Ça veut dire que tu élimines beaucoup trop d'eau à cause de ces deux boissons. Donc évidemment, comme le tendon et tout ton corps a besoin d'eau, c'est vraiment à éviter. Si tu en bois plus de 4 tasses par jour, c'est dit toxique. C'est-à-dire que tu t'intoxines de tous ces déchets que ton corps produit en contractant ses muscles, en fonctionnant, un cœur qui bat, des intestins qui se contractent, tout ça crée des déchets et ça a besoin d'eau. Pas de thé et de café à outrance. Je ne te demande pas d'arrêter ces boissons. Tout est bon, c'est très bon le thé, c'est notamment le thé vert pour les inflammations. Le café est très bon pour la santé, mais dans une juste mesure. Au-delà de 4, c'est toxique. Donc, ce sont des boissons diurétiques, mais pas seulement. Elles augmentent aussi le rythme de ton métabolisme et surtout de ton catabolisme, c'est-à-dire de sa propension à dépenser de l'énergie. Tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie, donc créer plus de déchets. Alors, grâce au café et au thé, plus de déchets, moins d'eau, tu augmentes l'intoxication de tes tissus et notamment de ton tendon, de tes tendons souffrants. Donc ça, tu évites, tu réduis ta consommation de thé et de café. Comme tu es un hyperactif, hyper sportif ou hyper travailleur ou hyper speed, tu vas boire beaucoup d'eau puisque comme tu bouges beaucoup, comme tu fonctionnes beaucoup, tu vas boire beaucoup plus d'eau que ce que tu ne bois. Parce que si on en arrive là, c'est que peut-être tu ne bois pas assez d'eau pour le fonctionnement de ton corps. Peut-être que par rapport à quelqu'un d'autre, oui, tu bois bien, mais pour ton corps, s'il s'inflamme, il te donne le message que pour lui, ce n'est pas suffisant. Voilà. Au niveau alimentation, je reviendrai sur l'alimentation anti-inflammatoire dans une autre vidéo. Mais ce que tu dois éviter, c'est l'excès de protéines. C'est-à-dire qu'il est conseillé de manger 1 gramme à 1,2 g chez les sportifs par kilo de poids. Au-delà, par jour, ça commence à être beaucoup. Donc quand tu as une tendinite, tu as un excès de déchets et notamment les déchets nitrés que produisent la digestion des protéines viennent encrasser ton tendon. Donc tu freines sur les protes, qu'elles soient animales, végétales. Végétales, elles créent un peu moins de déchets, c'est vrai. Les véganes, je vous aime. Ensuite, les laitages. Les laitages aussi ont tendance à être pro-inflammatoires. Donc tu freines les yaourts, le fromage, le beurre, tous les trucs que t'aimes, quoi. Bien sûr, je sais, je t'entends de là. Tu freines aussi les tomates. Les tomates sont très acidifiantes. Exactement comme les déchets de la digestion des protéines, les tomates vont acidifier ton milieu et être donc pro-inflammatoire. Alors je sais que c'est la saison, en plein été, les tomates mozzarella, les salades grecques et compagnie. Salade grecque, on y va à gogo parce que c'est tellement bon, je sais. Mais bon, tu freines un petit peu les tomates, il y en a qui en mangent matin et soir, donc évidemment les tendons, trop d'acidité, ils n'aiment pas. Donc ça, tu freines déjà tout ça, c'est des bons petits tips qui vont faire que déjà, ton corps, il va aimer. En résumé, tu me bois minimum 1,5 litre. Et si tu es un gros travailleur et que c'est l'été et qu'il fait très chaud, comme en ce moment, c'est au moins 2 litres. Parce que ton kiné, c'est peut-être le champion du monde de la kinésithérapie, mais ton tendon, comme tout le reste des tissus de ton corps, est fait à 70% d'eau. Si tu ne lui amènes pas son constituant principal, comment te dire qu'il va avoir du mal à guérir? Troisième chose à éviter, mettre ton tendon au repos. Alors ça, c'était avant.
Tu vois, la cousine, la voisine, tout ça, ou ton oncle Bernard te dit « Ah là là, t'as une tendinite anti-inflammatoire, repos ». Terminé ça, terminé. Il faut surtout pas mettre ton tendon au repos. Les études ont prouvé qu'en fait, si tu mets ton tendon au repos, ton muscle auquel il est rattaché, tu vois, trop balèze, le tendon, attends, je vais te faire ça, c'est trop classe, voilà, le corps charnu, tu vois, le bif, ça, il est rattaché au tendon qui passe là, dans la gouttière bicipitale. Tu te rappelles le schéma. Si tu te mets trop au repos, par exemple, tu vois, tu es serveuse au plateau, on te dit « Ah non, non, mais tu fais plus le plateau, tant pis, tu vas rester à la caisse. » Bon, ton tendon, il va calmer l'inflammation, seulement tu vas perdre la force, la puissance dont tu as besoin pour tenir ce plateau avec les 15 bouteilles dessus. Bon. Et en fait, on s'est rendu compte que si on met au repos, le tendon et le muscle se déconditionnent. C'est-à-dire que, comme je te dis toujours, j'adore cette phrase, le corps s'adapte aux contraintes que tu lui imposes. C'est-à-dire que là, tu as inflammé ton tendon, ça veut dire que tes contraintes ont été trop importantes par rapport à ce que peut encaisser ton tendon avec ce que tu lui imposes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rétrograder ton activité, ou sportive, ou de ton activité professionnelle, mais il faut changer la façon de faire. Ou tu changes de poste, ou tu forces moins, ou moins vite, moins fort. Ce que tu as fait, il te dit, comme je dis toujours, c'est pas pour emmerder, c'est pour dire, avec les conditions que tu as actuellement, ce que tu m'imposes, c'est trop vite, trop fort. Donc, on ne met plus au repos pour pas qu'il y ait de fonte musculaire, que le muscle se désadapte et que le tendon, en fait, perde cette capacité d'élasticité et de résistance à la contrainte. Donc avec ton kiné, tu vas doser tes charges en traitement ou tes charges de travail. Et il ne faut pas que tu dépasses 4-5 sur l'échelle de la douleur. C'est-à-dire 10 très très mal, extrêmement mal, 0 pas mal. Tu ne dépasses pas 3-4. C'est-à-dire dans tes exercices de renforcement, dans ta journée de travail, il ne faut pas que tu dépasses ça. À la fin de la journée de travail, il ne faut pas que ta douleur ait augmenté. Ça veut dire que sinon, tu as loupé. Tu n'es pas en décharge de travail. Il faut que tu décharges ton tendon pour qu'il puisse cicatriser, mais que tu ne le mettes pas au repos. Tu comprends la nuance ? C'est pas facile. Après, ton kiné, il va te gérer ça. Si c'est l'entraînement de la charge sportive, par exemple en course à pied, je vais te donner, bon, on sort de l'épaule, ok, mais je vais te donner l'exemple d'un trailer. Quelqu'un qui court dans la nature, il fait du dénivelé, il fait de la vitesse, il s'entraîne, et puis bon, bah, il monte trop vite en charge, c'est-à-dire il augmente trop vite la distance et le dénivelé, tac, tendinite d'Achille. Bon, ce gars-là, il va continuer à courir, par contre, moins longtemps, moins vite et pourquoi pas à plat. D'abord, il va continuer à courir à plat. On n'arrête plus un sportif qui a une tendinite. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que ce qu'on faisait avant, c'est que le gars, il s'arrête de travailler, arrêt de travail, tendinite, on fait kiné à gogo, anti-inflammatoire et tout ça, et dès qu'il repart au boulot, crac, 3 mois après, c'est reparti, ça recommence et on n'en finit plus. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Ça se fait plus. On garde une contrainte sur son tendon et petit à petit, tu vas le renforcer avec ton kiné pour qu'il puisse accepter la tension, la contrainte que tu dois lui imposer de par tes objectifs professionnels ou tes objectifs sportifs ou tes objectifs de vie, pourquoi pas. Voilà. Deuxième chose à éviter, mettre du chaud et mettre du froid. Tu vas me dire, mais c'est pas ce qu'elle veut en fait. Non, je te nuance le truc. Alors, une tendinite, on dit c'est rubor, calor, dolor. C'est-à-dire que ça gonfle, il y a une tuméfaction des tissus à l'intérieur, ça fait mal et c'est rouge. Bon. Si tu mets du chaud, ça va dilater les vaisseaux, amener de la chaleur qui est déjà présente dans l'inflammation et donner de l'eau au moulin, c'est-à-dire entretenir le processus inflammatoire. Donc directement sur le tendon, on évite de mettre du chaud. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que souvent, tu vois, sur une tendinite d'épaule, alors tu fais les exercices chez le kiné, ça finit comme ça.
Et les gens, ils ont un trapèze comme ça, souvent hyper contracturé. Donc l'hiver, ça arrive que ton kiné te mette un petit peu de chaud là au niveau des trapèzes pour te détendre un peu tous ces muscles qui vont en fait décentrer ton épaule et favoriser les conflits sous-acromiaux. Donc pour détendre le corps charnu, tu peux mettre sur le corps charnu de ton muscle, s'il est contracturé, que ce soit les trapèzes ou toute la coiffe derrière, tu peux mettre un peu de chaleur pour le détendre. Après, en plein été comme ça, t'en mets pas. Donc le chaud, pas sur le tendon. Le froid, oui, mais non. Alors le froid, on en met quand vraiment la douleur est intolérable. C'est-à-dire qu'on a 7, 8, 9, 10 et que tu ne peux plus supporter ta douleur ou que tu ne peux plus encaisser la rééducation ou la charge, la moindre charge sur ton tendon, la moindre charge de travail. Donc pour abaisser le niveau de l'inflammation, on jugule un peu le processus et on met de la cryothérapie. Alors à moins 30 ou chez toi, tu peux faire des applications avec de la glace ou des petits pois surgelés. C'est hyper pratique parce que ça prend, moi je dis toujours, mettez des petits pois surgelés, ça vous coûtera moins cher. Tu mets un linge humide, les petits pois surgelés, tu les recongèles, bien sûr tu les manges pas, mais ça prend bien la forme de ton épaule parce que sinon c'est pas très pratique. Donc ça, 20 minutes, c'est très judicieux quand tu te trouves entre 7 et 10 et que tu ne supportes plus rien. Tu vois, il y a des gens des fois, tu peux même pas les toucher tellement c'est difficile. Bon. Donc là, c'est ok. Par contre, cette inflammation, c'est quand même le processus de guérison. C'est-à-dire que là-haut, on te dit oh là là, il a trop bossé, il a trop forcé, la structure elle est en train de s'abîmer, il faut aller absolument réparer. Parce que oui, quand tu as une tendinite, c'est quand même que ton tendon est en train de s'abîmer. Donc, tu as plein de petits bonhommes qui vont jusque à ton tendon et qui, ils arrivent pour réparer. Alors évidemment, cette tuméfaction, tu vois, c'est l'afflux de liquide avec tous ces petits bonhommes dedans qui vont contribuer à la réparation de ton tendon. Alors, si tu mets du froid, trop de froid, alors que tu as 4, 5 de douleur, tu vas juguler ce processus de cicatrisation, tu comprends? Et ça, c'est pas judicieux, puisqu'on veut qu'il guérisse, t'es d'accord? Donc maintenant, on ne met plus systématiquement du froid sur une inflammation tendineuse. On le met en cas d'inflammation insupportable. Donc tu comprends bien que ce froid crée une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement du diamètre des vaisseaux qui va diminuer le flux sanguin. Donc tu ne veux pas que les petits bonhommes n'arrivent pas à destination pour réparer. Donc il faut que les veines soient relativement dilatées. Donc cette vasoconstriction, on l'évite pour que ça puisse être réparé. Maintenant, chaque fois que tu as une douleur qui est insupportable, tu peux faire des applications de glace, il n'y a pas de problème. Mais on n'en fait plus systématiquement des applications de froid. Voilà. Tu sais que je suis joueuse. Mais je peux te dire aussi que le froid, tu vois, mets-moi en commentaire si tu as entendu ce genre de discours, ça m'intéresse. Le froid va tonifier la circulation, c'est-à-dire que derrière cette vasoconstriction, les thérapeutes qui m'écoutent, ils le savent, il va y avoir une vasodilatation secondaire. C'est-à-dire qu'après avoir serré sur le tuyau, tu sais, pour ceux qui ont une piscine, là, tu appuies sur les refouleurs, là, les gicleurs, tu appuies comme ça, et puis après, ça a tout bien dégommé, et ça part plein pot. Bon, et bien parfois aussi, la glace, ça fait ça, c'est-à-dire que ça stimule la circulation. Donc les petits bonhommes, ils sont coincés à la porte, et d'un coup, tu dis, allez-y les gars! Et voilà, c'est parti plein pot, donc ça peut aussi peut-être les faire mieux travailler. Tu sais ce que tu fais? Moi, je dis toujours à mes patients, le meilleur médecin, c'est vous. Donc si ça te fait du bien, eh bien pourquoi pas, tu le fais. Maintenant, 5e conseil. Croire que je prêche pour ma paroisse, mais je t'explique quand même. C'est ne pas faire sa rééducation ou ne pas faire les exercices que l'on t'a conseillé, quel que soit le thérapeute. C'est-à-dire que l'épaule, elle est un petit peu coquine, c'est qu'il y a 2 types de muscles. Il y a les muscles, tu sais, qu'on a toujours costauds, c'est-à-dire le deltoïde. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais il fonctionne toujours. Ce qui va mécaniser l'épaule,
le deltoïde et puis tous les autres, le pectoral, le grand dorsal, les trapèzes et tout ça, ceux-là, ils sont toujours costauds. Mais quand il y a une souffrance de l'épaule, c'est souvent les muscles stabilisateurs de l'épaule, c'est-à-dire la coiffe des rotateurs, qui est tout dessous ces muscles de l'épaule, et qui est, comme son nom l'indique, tu vois, on dit que c'est l'humérus, mon micro, et la coiffe des rotateurs vient coiffer en fait la tête de l'humérus, c'est-à-dire elle se met comme ça sur la tête de l'humérus et c'est elle qui va la stabiliser quand la main va monter. Et en général, quand la coiffe des rotateurs ne fonctionne pas, ça donne ça. Donc, il faut rééduquer tout ça. Déjà, il faut que ton thérapeute t'explique la biomécanique de l'épaule pour que tu comprennes comment la rééduquer. Et tu as des exercices qui sont spécifiques. Déjà, ça demande une certaine technicité et que ton thérapeute t'explique comment ça fonctionne. Ça, c'est primordial. Si tu ne te soignes pas, la tendinite d'épaule, ça passe pas. Et, spécificité, elle est coquine, cette petite articulation de l'épaule. Voilà, l'articulation de l'épaule, c'est 5 articulations. Autant te dire que c'est pas la plus facile à rééduquer. Donc, elle est coquine. Pourquoi ? Parce que quand elle a fait trop mal, elle se givre. La tête de l'humérus, avec la glène, c'est la cavité qui va recevoir la tête de l'humérus, la cavité de l'omoplate. Elles sont toutes les deux enveloppées dans une capsule articulaire qui fait comme une poche. Et cette poche, contrairement aux autres articulations, elle fait comme un rideau. Tu vois, dessous, ça fait un tas de récessus, on appelle, qui vont se déployer comme un rideau quand tu montes l'épaule. Évidemment, ça se voit pas, t'as pas le rideau dessous comme les chauves-souris, ok ? C'est mode chauve-souris, mais en microscopique. Et donc, si les récessus comme ça que tu as dessous gardent une inflammation trop longtemps, ils finissent par s'accoler les uns aux autres. Alors là, c'est la hantise de n'importe quel thérapeute, parce que ça donne une capsulite rétractile. Et le gars, il ne peut plus que faire ça. Et là, t'en as pour 1 an et demi à 2 ans de kinésithérapie. Donc ça, c'est une grosse erreur, celle-ci. Donc si on te dit, monsieur, madame, vous avez une tendinite de la coiffe des rotateurs ou d'un des tendons de la coiffe, soigne-toi. Un conseil, soigne-toi. Tu fais tes exercices, tu fais ce qu'on te dit, c'est important. Parce que tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas vraiment si tu forces sur une inflammation d'un tendon de l'épaule. C'est lui qui va gagner, il va le bloquer jusqu'à que tu comprennes. Voilà. 7e erreur, ça là je l'adore. C'est, tu sais, souvent ça c'est les sportifs ou les gros travailleurs, ils te disent j'ai pas le choix, il faut que je travaille. C'est anti-inflammatoire tous les matins et je vais bosser. Donc oui, ça masque la douleur, ça masque l'inflammation. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça l'empêche en plus de cicatriser. Mais ça rime à rien. Tu comprends bien que ça rime à rien. Donc là, ça masque la douleur. Il faut que ça jugule au début, mais pas plus. La chose qui est délétère aussi, c'est que quand un sportif a une tendinite, il te dit oui, mais à froid, j'ai mal, et puis après, c'est bon. Oui, c'est une des caractéristiques de la tendinite. C'est-à-dire que le matin au réveil, où tu vois, la cheville, ça bloque, t'as super mal, t'arrives pas à marcher, et puis en chauffant, ma foi ça va, je suis guérie. Je suis guérie, donc je vais courir, parce qu'à chaud j'ai pas mal. Par contre, si t'as mal à chaud, là c'est arrêt, c'est stop, de suite. Donc le fait de ou prendre des anti-inflammatoires et, tu vois, tu fais l'autruche, ça arrête l'autruche, ça marche pas, ça tu guériras pas comme ça là en disant on verra plus tard. Non, ça marche pas, t'arrêtes, voilà. Ah oui, alors on te dit ah mais non, mais calme-toi, repose-toi, t'en fais trop. Grosse erreur, arrête de te reposer. Arrête. Parce que dans tous les métiers qu'on a, j'en connais très peu qui s'épuisent physiquement. Il y en a un, ok, autant pour moi. Vous n'êtes pas tous concernés. Mais ce qui est important de faire, c'est continuer à avoir une activité cardio. Évidemment, si tu as une tendinite d'Achille, je te l'ai dit, tu doses avec ton kiné. Si tu as une tendinite d'épaule, tu peux aller courir.
Parce que le fait de faire taper ton cœur, de le faire pulser, tu sais, quand je fais toujours tchou, 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 ça va faciliter l'évacuation des déchets. Alors évidemment, tu ne te mets pas la dose, c'est histoire de faire circuler. Une marche simple qui ne va pas accélérer suffisamment et ne pas presser suffisamment sur ton cœur, c'est pas suffisant. Il faut une activité cardio, c'est-à-dire si tu marches à t'essouffler, histoire que les liquides, la lymphe, le sang veineux remontent bien, le sang veineux qui transporte les déchets. Et en fait, la lymphe, elle, est un réseau, un genre de maillage qui encercle les veines et qui vient réabsorber les déchets pour les ramener jusqu'au rein. D'accord ? Donc, il faut que tout ça, il n'y a pas de muscles comme dans les artères. Il faut que ça soit entraîné par le mouvement de ton cœur et le mouvement du liquide des artères vers les veines. Parce qu'au niveau des artères, il y a des muscles, mais après les veines, pour que ça remonte, il n'y a rien. Donc si tu es dans un métier sédentaire ou si tu ne bouges pas suffisamment, il faut absolument que tu ailles te drainer. Ils disent, mais repose-toi. Non mais aller faire ton sport ou aller faire du cardio, c'est aussi de la dopamine, c'est aussi des endorphines. Tu reviens, tu es fier de toi, tu es content. Tout ça, les endorphines, c'est comme morphine, ça va abaisser la douleur, ça va faire du bien. Le plaisir, c'est aussi important pour guérir et pour être en bonne santé et pour s'apaiser, comme je t'ai dit dans le number one. Donc, si tu es sportif surtout, parce que on est un petit peu drogué à l'activité, ou si tu es travailleur, faire un petit peu de l'activité cardio, ou par exemple du vélo, mais tranquillou, plus tranquillou que ce que tu fais d'habitude, c'est très bon. Alors vas-y, arrête d'écouter les gens qui ne sont pas du milieu médical ou paramédical. Merci les gens, parce que vous êtes sympas, c'est toujours de la bienveillance, les gens ils cherchent à te faire du bien, mais chacun son boulot. 9e conseil. Il est important, si tu as une tendinite, de corriger ton geste technique. C'est-à-dire que si tu as un petit défaut, tu vois, au tennis, que tu fais toujours comme ça avec ton coude au coude droit, c'est pas fait pour ça. Tu vois, dégager de la puissance avec le poignet ou avec ton coude, à part les grands champions, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, je suis pas une championne du tennis, mais bon, j'en ai eu fait. Il y a des mouvements à faire, il y a une technicité. Si tu as un défaut technique, que ça soit au travail ou que ça soit dans ton sport, il faut le corriger. Tu es toujours en déjettement antérieur en course à pied, tes tendons derrière ils souffrent, il faut que tu corriges ta posture, que tu corriges ton geste technique et avec ton kiné ou avec ton coach sportif ou avec ton entraîneur, que tu corriges ton geste technique et que tu te muscles pour pouvoir l'assumer. Mais attention, ça demande de ralentir et ça demande d'accepter de moins performer. Parce qu'au début, si tu changes ton service ou si tu changes ta façon de courir, tu vas régresser. Tu vas être moins efficace le temps que ton corps s'adapte. Donc c'est encore, je suis désolée de le dire, 3 mois. Donc ça, il faut que tu changes ton geste technique. La serveuse qui est toujours amenée comme ça loin le plateau, c'est pas fait pour ça. Les bras, c'est pas des cuisses. Quand tu as 15 verres plus des bouteilles sur un plateau à bout de bras, ça va bien 5 minutes. Si tu es gaulé comme une arincade, comme on dit chez nous, comme je sais pas, un flamant rose ou une libellule, t'es pas fait pour dégager de la puissance. On est tous différents et il faut parfois une vie pour qu'on adapte notre façon de faire à nos qualités intrinsèques. Parce que tu as remarqué, on n'a pas tous les mêmes. Bon. Donc les muscles des bras qui ne sont pas faits pour dégager de la puissance, quand tu es à bout de bras avec un plateau rempli comme ça, c'est pas possible. Donc il faut prendre l'habitude de marcher plus, de s'approcher pour pouvoir décharger, pour travailler avec les muscles fixateurs d'omoplate et protéger son épaule afin de ne pas mettre comme ça les poids à bout de bras. Donc tout ça, ce sont des petits conseils que ton thérapeute ou ton coach sportif ou ton entraîneur ou autre personne compétente auquel peut-être je ne pense pas, va corriger ton geste. S'il ne corrige pas le geste qui t'a blessé, voilà, ça marche pas non plus. Ton kiné, c'est pas Dieu le Père. Peut-être, mais je doute. Alors, la 10e erreur, c'est de ne pas consulter un ostéopathe.
tu vas dire que je prêche pour ma paroisse. Mais très peu de gens comprennent l'ostéopathie. L'ostéopathie, ça vient traiter le corps dans son ensemble. C'est-à-dire que ton ostéopathe, avec ses mains, il va écouter toutes les parties de ton corps pour voir là où les flux sanguins sont plus ralentis, ou sont congestionnés, où il y a une zone qui est en hypomobilité. On dit, nous, pas seulement au niveau de tes os, ça peut être le foie, ça peut être ton crâne, ça peut être ton utérus, et c'est une conjonction de choses qu'il va dénouer, qui va relancer, qui va faire que tout circule bien. Tu vois, c'est comme si tu avais le pied sur le tuyau quelque part et que tu me dises, je comprends pas, mon tendon au bout, il est mal nourri. Bon. Si tu as une clavicule qui ne bouge pas, je t'invite à regarder le schéma que je vais te mettre là sûrement. Tous les vaisseaux qui vont dans le bras, que ce soit au niveau sanguin ou au niveau lymphatique, vont être congestionnés. Si tu as des cervicales ou une thyroïde congestionnée ou une gaine viscérale du cou qui est congestionnée, tous les vaisseaux et tous les tissus lymphatiques qui vont drainer les déchets qui arrivent de ton bras, c'est pieds sur le tuyau, de nouveau. Donc ton kiné, il aura beau s'évertuer à te drainer, à te masser, si en haut, on appuie sur le tuyau, comment te dire que Nicolin, il a beau passer pour enlever les déchets. Donc Nicolin, c'est en fait l'entreprise qui... récolte les déchets dans le sud de la France. Donc il aura beau passer à ramasser les poubelles elles seront toujours vides. Donc ça, c'est pas possible. Donc ton ostéopathe, en fait, il va faire que tous tes tissus, en fait, vont s'assouplir. Et que quand on va masser, eh ben, ça va remonter. Et parfois, tu vois, quand on va décongestionner un muscle, on sent, le patient, il sent que ça se décongestionne et que ça part. Donc, quand tu as des épicondyliens ou une coiffe qui est vraiment trop comprimée, allez voir un ostéopathe pour que vraiment tout ton corps fonctionne bien et que tu sois vraiment en fluidité maximum. Ça va faire du bien à ton traitement kinésithérapique. Moi, je dis que tous les traitements kinésithérapiques devraient être précédés d'une séance d'ostéopathie. Après, je ne suis pas crédible, évidemment, puisque je prêche pour ma paroisse. Mais ça viendra, peut-être dans 100 ans. Mais je le dis, comme ça c'est dit, je plante une graine. Un petit bonus entre nous. Écoute, pour ceux qui me connaissent, tu sais, en ostéopathie, je travaille en somato-émotionnel et il y a un certain décodage. Alors, tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas, mais une tendinite, notamment au niveau des épaules, ça n'arrive pas n'importe quand dans ta vie. Tu peux te poser la question de qu'est-ce qui est trop lourd à porter pour toi. Qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu assumes, qu'est-ce qui te charge comme ça les épaules et qui est trop lourd pour toi. La charge émotionnelle, elle est aussi importante, voire plus, que ta charge mécanique. Alors, ça n'empêche pas tous les traitements qui sont précédemment cités, mais parfois, de lâcher ça, c'est vraiment très important. Si ton corps parle, ça veut dire que pour toi, cette charge, cette personne, cette charge de travail, cette charge émotionnelle, elle est trop importante pour toi. Voilà, ça te choquera peut-être, mais dis-moi en commentaire si ça te surprend. Je te fais un deuxième petit bonus après celui-là. Une autre chose assez importante, mais beaucoup plus terre à terre, il est important que tu ailles consulter ton chirurgien dentiste pour savoir si tu n'as pas un abcès dentaire. Parce que on dit que c'est une porte d'entrée qui en fait mettrait de l'eau au moulin à l'inflammation de ton tendon. Parfois, lors d'un examen radiologique panoramique de toute ta dentition, si on découvre un abcès dentaire, ça peut être la cause de ta tendinite. Ça te surprend ça? Alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas mal aux dents. Classique. Oui, si l'abcès dentaire, donc tu vois cette poche pleine de pus, j'adore, c'est dégueu, regarde. Si cette poche pleine de pus n'est pas au contact de la racine de ta dent, qui elle-même est enveloppée d'un petit nerf qui est relié à ton cerveau, tu ne le sentiras pas. Donc tu peux avoir un abcès dentaire qui n'est pour le moment absolument pas douloureux ou encapsulé, donc en fait il ne grossit pas mais il est présent quand même, qui déclenche cette tendinite d'épaule. C'est génial, non, tous ces trucs. Voilà, je t'ai donné tous mes secrets, alors maintenant j'espère que tu vas te soigner comme il faut. Allez,
Voilà, j'espère que tous ces conseils t'ont aidé. Écoute, je te fais des bisous. T'as raison de te prendre en main, t'as raison de suivre ces conseils. Arrête de faire l'imbécile si tu veux guérir et essaye d'éviter de faire trop d'erreurs. Je sais, tu fais ton maximum, mais plus tu vas te prendre en main et plus ça va être efficace et plus ça va être rapide et plus vite tu vas arrêter d'avoir mal. Allez, à bientôt, je te fais des bisous. Prends soin de toi comme personne.